la prorogation qui aura cours, parce que le décret n'est pas encore sorti pour les conseillers municipaux, la loi n'est pas encore votée à l'Assemblée nationale. Le président a seulement évoqué l'hypothèse dans son discours. On sait très bien que hypothèse vaut acte pour le chef. Parce que personne n'a le courage de s'opposer au président devant lui. Les gens viennent seulement parler derrière. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Il y a à peu près, sur les 10 632 conseillers municipaux qu'il y a au Cameroun, il y a à peu près 1000 et poussières de conseillers municipaux dits de l'opposition. 568 pour l'UNDP, 206 pour le PCRN, 185 pour le SDF, etc., etc. J'attends que tout cela démissionne, qu'ils laissent le RDPC dans les conseils municipaux. Point. On saura à ce moment-là qu'ils sont crédibles. Je reviens sur ce que je voulais dire parce que tu m'as un peu éloigné. Il y a un projet en cours de modifier la carte administrative du pays. Création de nouveaux départements, création de nouveaux arrondissements. À partir de ce moment, on ne peut pas faire les élections et puis après les élections, on se met à créer ces unités administratives. Parce que, selon le code électoral, pour l'élection des députés, c'est le département qui est la circonscription. Donc, chaque fois que vous créez un nouveau département, vous devez lui donner de nouveaux sièges à l'Assemblée nationale. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que le projet de découpage, du nouveau découpage, va générer une modification de l'effectif de l'Assemblée nationale. Si on crée des nouveaux arrondissements, ces nouveaux arrondissements seront des communes. Il faudra leur donner des conseils municipaux. Si on fait l'élection maintenant en février, et qu'en mars ou en avril ou en mai, le découpage est effectif, il y a un décret qui crée ces nouvelles unités administratives, elles n'auront pas de conseils municipaux, elles n'auront pas de députés. Et on aura donc des départements sans députés, des arrondissements sans communes. Pour attendre 2031, il est donc logique que on renvoie l'élection des conseillers municipaux et des députés après le découpage, qui risque d'être achevé d'un moment à l'autre. C'est vrai que vous dites bien qu'il risque. Oui, voilà. Oui. On annonce ce découpage depuis au moins 10 ans. Hein. Enfin, je termine pour vraiment bien terminer. Oh là là, oh là là. Vous savez, quand j'ai été... Le fait que vous voulez terminer là, terminer effectivement cette fois-ci. Voilà, quand j'ai été élu la première fois, c'était en 2007. L'élection se tenait en juillet, pendant les vacances. La prorogation, des prorogations qui ont eu lieu à l'époque, ont amené l'élection à une date qui n'est pas convenable. En 2020, nous avons fait les élections en février. C'était le 9 février. Les gens sont à l'école. Vous avez des élèves qui peuvent être candidats parce que pour être candidat, il faut avoir 22 ans au moins. Vous avez des élèves qui peuvent être candidats. Et c'est quelle raison ça? Je suis en train de vous donner une raison. Vos raisons que les élèves peuvent être candidats? Il y a des élèves qui sont candidats. Il y a beaucoup d'élèves qui sont candidats dans les conseils municipaux. Surtout les étudiants. Bon, oui, je disais, enfin, je prends les gens qui font encore leurs études. Et nous les encourageons d'ailleurs à l'être. Très bien. Or, la période de février n'est pas adaptée à ça. Si donc, il peut arriver que le président ait le souci de ramener le calendrier électoral en juillet, ce serait une bonne chose. Parce qu'en juillet, tous les électeurs, élèves et étudiants sont donc libres. Les enseignants sont déchargés du stress des examens. Parce que nous luttons contre l'abstention. On a compris. Et l'une des raisons de l'abstention, c'est l'inadéquation du calendrier électoral avec le moment
de liberté nous allons passer la parole à quelqu'un d'autre, et je l'ai fait à dessein, de lui passer la parole en dernière position. Lui, il est du RDPC, le docteur Alexandre Thomas Essomba. Alors, vous qui êtes du RDPC, on dira simplement que vous buvez du petit lait. Vous avez un chef qui est chef de l'État et maintenant qui est chef politique, et donc qui peut manipuler ce calendrier électoral à sa guise, et naturellement, une guise qui vous convient, c'est ça? Loin de là, je dirais très simplement que la fonction présidentielle est éminemment politique, certes, mais ne perdons pas de vue que le chef d'État peut travailler avec une grille de lecture qui peut échapper aux citoyens lambda. Parce qu'il a des instruments d'appréciation et d'analyse que lui seul apprécie, que lui seul sait de quoi il parle, il prendra une décision en connaissance de cause. Quand je parle de grille de lecture, il peut se fonder sur des raisons sécuritaires. Et vous savez très bien que pour des raisons sécuritaires, tout passe, la sécurité des Camerounais passe avant. Ça peut être sauf simplement, comme je l'ai dit au professeur, je le redis également à vous, vos crises sécuritaires existent depuis une dizaine d'années et les élections se tiennent toujours. Pour le moment, on ne peut pas dire que... C'est quelqu'un te dira donc, comme monsieur du SDF, que c'est une raison fantaisiste. Il peut y avoir de nouvelles. Ce n'est pas une raison fantaisiste. Je pense que le chef d'État apprécie de manière rationnelle. Il a une grille de lecture, comme je l'ai dit. Ça peut être des raisons financières. Pourquoi pas? Vous savez, le Cameroun est en crise depuis une trentaine d'années. Entre-temps, docteur, les élections se tiennent toujours en crise financière. Le Cameroun sort d'une élection présidentielle assez dispendieuse en termes de coûts, assez dispendieuse en termes de crise, de tension, assez dispendieuse à tous les niveaux. Et pourquoi pas? Il faut peut-être qu'on a cassé la théorie pour essayer d'organiser des élections. Vous savez que c'est coûteux. Aujourd'hui, je pense que le RDPC, je voulais dire l'État camerounais, a des raisons de se ressourcer financièrement, de se restructurer financièrement pour organiser une telle élection. Et le faire pour le chef de l'État, l'ami Lobé l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a sur la table du chef de l'État aussi d'autres raisons qui peuvent être le redimensionnement des administrations camerounaises, c'est-à-dire en préfecture, en région, pourquoi pas, et en commune, etc. Est-ce que ce n'est pas le prototype d'une nation, d'un pays, qui vit un peu du jour au jour? Tout le monde parle là au conditionnel. Peut-être il risquerait que, alors que nous avons notre constitution qui dit que voilà comment ça se passe. On parle des raisons impérieuses. Justement, on définit les raisons impérieuses comme étant des raisons financières. La Constitution, qui est la loi fondamentale qui encadre toutes ces dispositions, est claire. Le chef d'État peut manœuvrer, le chef d'État peut proroger selon que l'actualité le lui impose, selon que des exigences de terrain le lui imposent. Je pense que le chef d'État est dans son rôle. Il y va d'abord pour la sécurité des Camerounais. Il y va aussi de la qualité d'une élection dans notre pays. Et je crois que le chef d'État est dans son rôle. Il n'est pas question de le soupçonner, de vouloir confisquer ce pouvoir, de vouloir confisquer quoi que ce soit, le calendrier, quoi que ce soit. Le chef d'État est dans son rôle. Alors, pour parler comme vous, hein, docteur, est-ce que cette élection, si elle se tenait au moment dit, avant cette prorogation, vous, du RDPC, qui sortait quand même d'une élection présidentielle très essoufflée, est-ce que on ne risquait pas, ce sont vos mots, hein, risquer, est-ce qu'on ne risquait pas voir un rassemblement démocratique du peuple camerounais être battu dans bon nombre de localités à plate couture? Si c'était un match de football, le RDPC a peut-être négligé un adversaire. Durant la première manche, le RDPC a réalisé que l'adversaire est sérieux. Il s'agit de quel adversaire? Ça peut être l'opposition. Et le RDPC, qui est suffisamment solide, qui a suffisamment voté également, a revu sa stratégie durant la deuxième mi-temps. Et le RDPC, in fine, est sorti victorieux de ce match. Je ne pense pas que... Et aujourd'hui, c'est très essoufflé. Hein. Pas essoufflé, mais il faut respecter l'adversaire.
Vous croyez que vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire? Le RDPC a eu un adversaire de taille. C'est pour cela que le RDPC a été... Voilà pourquoi le RDPC est encore toujours en train de chercher à boire un peu d'eau pour revenir sur la course. Quand un entraîneur sort d'un match en pareille circonstance, il y a l'autocritique. Le RDPC est en train de faire sa mue. Le RDPC est en train de revisiter sa stratégie. Le RDPC peut constater qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. Le RDPC est en train de peaufiner sa stratégie. Et je ne pense que ça n'a rien à voir. Le président de la République aura beau être un homme politique. Il est d'abord le chef de l'État. Ça n'a rien à voir avec le RDPC. Merci, merci docteur Alexandre Thomas Essomba, qui était également naturellement un élu du peuple. José-Marie, nous voulons absolument reprendre la parole. Je vous donne donc cette parole. Je pensais qu'il y avait un deuxième tour tout simplement. Non, c'est pas obligé qu'il y ait un deuxième tour. Hein. Moi j'ai 3 sujets. J'ai pris l'habitude de... Comment vous avez le pouvoir? Vous décidez du nombre de tours. Je voudrais dire ici, vous n'êtes pas sérieux. Je voudrais dire ici que quand j'y parle du jeu, vous savez, le jeu n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a même la théorie des jeux en mathématiques. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes ici devant une école. Moi, j'ai dit aux gens, observez Paul Biya travailler. Vous, les hommes politiques, les jeunes là, il est en politique. Et il doit gagner. Il ne faut même pas vous leurrer. Il ne peut pas vous laisser gagner. Pour le gagner, il faut avoir la force. Surtout la bonne stratégie. La bonne stratégie. Si vous vous mettez à pleurnicher tout le temps. Parce que la jeune génération qui monte, parce que j'en parle, parce qu'il paraît qu'on parle beaucoup des jeunes ces derniers temps. Tout à fait. Je pose la question. Quelle jeunesse? Vous croyez qu'un chef d'État comme Paul Biya, que nous connaissons depuis des décennies, qui est un homme méthodique, méticuleux, rationnel, qui aime avoir une visibilité absolue sur ce qu'il veut faire, peut laisser, moi je l'ai dit, qu'il n'y aura pas d'élection. Il ne peut pas laisser une élection au sortir d'une bataille dure comme ce que nous avons vécu. Et vous savez bien que... Ça, c'est donc une dictature qui ne dit pas ce son nom. Non, nous cachons derrière une démocratie. Vous savez, je vais vous dire. José-Marie, nous nous cachons derrière une démocratie avec des jolis textes, mais au fond, c'est une dictature. Non, qu'est-ce que vous appelez même la démocratie? Je vais vous dire mon sentiment. Mon sentiment est que le régime politique présidentiel, monsieur l'a évoqué, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un monarque. C'est un monarque. Le régime présidentiel produit un monarque. C'est un monarque. Macron est un monarque. Normalement, en France, je dis Macron devrait... Si vous permettez, M. Lundu, puisque la France est l'une des sources d'inspiration, même s'il y a également l'originalité africaine et camerounaise. Maurice Duverger disait de ce système où le président est important, même dans le cas français, que c'est une monarchie républicaine. Voilà, c'est ça mon acte. Je vais chuter en disant que dans les conditions actuelles, normalement, Macron là, il devait démissionner. Tout simplement dans les conditions démocratiques voulues la majorité. Ce que je veux dire, c'est que le régime présidentiel, hérité de la 5e République française, qui fait de nous, notamment les pays d'Afrique francophone, les seuls à avoir un régime où on met le poste de président de la République au Sassaye, au Ndjangui, au poker. Tous les pays autour ont protégé le siège présidentiel de la masse populaire. C'est souvent des régimes présidentiels. Vous prenez l'Allemagne, vous prenez l'Italie, Andorre, Monaco, tous, l'Angleterre. Donc, c'est un mauvais régime. Il est mauvais dans son essence et dans sa quintessence. Nous devons le changer. En ce moment-là, le président ne viendra plus nous dire que les élections sont reportées. Nous mettons en place un système qui fait que, de manière automatique, s'il y a une crise financière qui empêche que l'on fasse qu'on ait des élections, le Premier ministre qui se dégage des élections vient dire au peuple que je n'ai pas d'argent. Il ne dit pas impérieuse. Parce qu'impérieuse, bien entendu, est une nébuleuse. Crainte impérieuse signifie qu'il y a des situations très graves, des situations catastrophiques. Mais monsieur, le manque d'argent est une situation catastrophique. Je vous rappelle que j'ai un document ici
où le ministre Motazé a demandé à lancer des obligations, et ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il voulait, je ne sais pas combien de milliards, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont tombés. Je dis, c'est une catastrophe. Attention, c'est le manque d'argent qui a fait qu'on change de système politique au Cameroun, qu'on parle de dictature vers la démocratie. C'est le manque d'argent au Cameroun qui a fait qu'on ferme des centaines de sociétés. C'est le manque d'argent qui a mis plein de Camerounais dans la rue, qui a créé la nouvelle société où les parents ont perdu leur autorité au profit des enfants et des femmes, etc. Je veux dire que c'est une situation impérieuse que de ne pas avoir de l'argent dans un pays. Elimi Lobé qui va aussi absolument reprendre la parole. Elimi Lobé, la progression est déjà actée. Je pense qu'on doit évoluer. Je voudrais appeler tous mes frères qui luttent contre ce régime à être d'accord avec la prolongation et leur rendre service. Vous l'avez dit, hein? Voilà. Premièrement, l'élection du 12 octobre a coûté à peu près 30 milliards. 30 milliards. À peu près. Parce que si vous vous en référez au rapport d'Elections Cameroun pour l'élection de 2018, c'était 26 milliards, si je ne me trompe pas, avec l'augmentation des coûts, etc. Attends, c'était pour faire quoi? C'est pour financer l'élection. 30 milliards. Oui. C'est pas grand-chose. C'est pour financer l'élection. Joseph Marie, vous êtes sérieux? C'est pas grand-chose. Tu as évoqué quelque chose. C'est pas grand-chose. Que nous ne prenons pas beaucoup en considération. S'il y a 20 candidats, il y a 20 types de bulletins. Bien sûr. Ce n'est que pour ça. Donc la prolifération des candidatures là impacte sur le coût de l'élection. Absolument. On ne prend pas ça au c'est sérieux. le même régime qui refuse justement le bulletin unique. Oui, et qui ferait en sorte que... Attendez. Tu as raison. Il a raison. Il ferait en sorte que nous n'arrivions plus à 30 milliards. Il a raison. Vous voyez donc on n'a pas de problème d'argent. Non. Je l'ai déjà compris. C'était parfaitement compris. Si nous avons le problème d'argent, comment on refuse de prendre la voie, on va dépenser moins? Je suis d'accord. Tu dis, on peut réaliser déjà des économies sur le bulletin unique de bulletins. Oui. Si on fait un bulletin unique, d'abord on va dépenser moins d'argent et il y aura plus de transparence. Oui. Ce n'est pas mais là nous refusons. Cette lutte-là, nous la menons depuis 90. On n'a pas été compris. Donc maintenant, je dis simplement que l'élection nous coûte 30 milliards. Bulletin unique ou sans bulletin unique, elle nous coûte 30 milliards. Que ça a coûté. On vient de dépenser ça en octobre. Immédiatement, nous sommes entrés aux élections régionales. Elles ne coûtent pas 30 milliards, mais elles vont coûter une dizaine de milliards. Puis, on sort de là, on va entrer en février à une élection municipale, un double scrutin, qui coûte autant. Donc l'argument financier est un argument important. Le trésor public a besoin de respirer pour pouvoir aller aux élections qui suivent. C'est un argument que nous ne devons pas éluder. Quel que soit celui qui sera au pouvoir demain, ça sera la même chose. Il aura ces mêmes contraintes. Alors, Dieu donné chi, il y a Elimi Lobé qui semblait coincer votre chairman tout à l'heure. Il disait que mais, pour être véritablement en phase avec ses positions, avec ses critiques, si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi, un, vous ne refusez pas de voter, et deux, pourquoi vous ne démissionnez pas? Alors, Joshua, il démissionne dans quelques jours à l'Assemblée? La première des choses qu'il faut souligner est que le SDF a engagé des boycotts politiques dans son entièreté. En 1992, on n'est pas allé au législatif. Non, c'est pas la même chose. S'il vous plaît, je viens. Il propose un boycott parlementaire, c'est-à-dire au sein du Parlement. On dit qu'on n'est pas d'accord. Il n'a pas le monopole de stratégie. Lui, il voit seulement les gains financiers. Nous, on voit notre stratégie. On décide que... Nous, on dit quand même qu'on n'est pas d'accord. Mais vous mangez l'argent. On dit que, s'il vous plaît, c'est pas question de manger l'argent. C'est l'argent des Camerounais, c'est pas l'argent de Paul Biya. Bon, quand on gaspille ça, vous êtes d'accord. Nous, on dit qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Mais on dit aussi qu'on ne quitte pas. Ah, d'accord. S'il vous plaît.
On dit aussi qu'on ne quitte pas. Oui, on mange. Pour plusieurs raisons. On mange comme toi aussi, tu manges. Tu critiques le président Paul Biya, tu critiques même le Cameroun. Il faut sortir du Cameroun, le compatriote Elimbi. Non, c'est pas la même chose. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Bon, ok, sortons alors tous. Non, je ne suis pas dans votre logique. Mais vous critiquez et vous restez là pourquoi? Vous me demandez de quitter mon pays. Moi, je n'ai pas un autre pays. Laissez-moi évoluer. Laissez-moi de terminer. Allons-y. Mais si vous évoluez avec des arguments comme ça, c'est que ça va. Vous vous êtes vanté du fait que vous êtes quitté du conseil municipal. Oui, je suis le seul. C'est bien. C'est une bonne stratégie pour vous. Non, ce n'est pas pour moi, c'est une cohérence politique. S'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec le cadet. Le ping-pong entre moi et vous. Permettez à M. Chi d'aller au bout de sa pensée. C'est à vous d'évaluer. Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce qui a changé? Parce que vous êtes quitté du conseil municipal à l'époque, parce que vous, tout ce que vous voyez, c'est l'argent. Parce que vous avez refusé de manger les indemnités de session. Oui. Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est à vous d'évaluer, c'est votre propre stratégie. Nous, on n'achète pas la vôtre. On a notre stratégie. On dit qu'on n'est pas d'accord. Deuxième chose, il ne faut pas que vous dites des contre-vérités aux Camerounais. Ce qui se passe quand ça concerne la prorogation du mandat, ce n'est pas le vote à l'Assemblée nationale comme à la plénière. Pour les conseillers municipaux, le bureau du Sénat est consulté. Et le bureau du Sénat, ça revient aux faits majoritaires que je vous ai dit. Ceux qui représentent l'opposition parlementaire aujourd'hui sont de la minorité. Quand le bureau du Sénat est consulté, ça passe comme une lettre à la poste. C'est clair. Le Conseil constitutionnel est consulté, ça passe. Au niveau de l'Assemblée nationale, pour le cas des députés, ça passe, vu la configuration du bureau. Ce n'est pas un vote à la plénière. Et nous, au SDF, on n'a pas soutenu une prorogation. Ce que tu dis est archi faux. On ne l'a pas fait. Archi faux. Alors, c'est une loi. C'est une loi, c'est écrit ici noir sur blanc et c'est écrit sur la Constitution. Par une loi. Et tu dis qu'une loi est votée à l'Assemblée nationale seulement par le bureau de l'Assemblée. Je dis bien, s'il vous plaît. Je dis bien. Oui, explique. Pour le cas des conseillers municipaux. Moi, je te parle d'abord des députés. Attends, je viens. Pour le cas des conseillers municipaux, le bureau du Sénat est consulté. C'est un décret, oui. Pour le cas de députés à l'Assemblée nationale. Oui. Ça vient à l'Assemblée nationale. Oui. Ça passe d'abord par le bureau. Oui. Vous le savez si bien. Oui. Mais quelle est la configuration de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que ça a à voir avec le vote des Laissez-moi évoluer. Qui doit voter? Nous n'avons pas soutenu ce projet. Mais vous avez pas encore siégé. S'il vous plaît, vous avez la preuve que l'honorable Joshua, aussi président national du SDF, avait voté cette prorogation. Vous avez passé la première prorogation, oui, celle qui est passée. Vous avez la preuve qu'on a voté? Mais vous avez voté, non? Non. Vous avez voté? Vous avez voté non? Critiqué? Non, attends, je demande si vous avez voté non. Vous n'êtes pas au courant parce que... Vous votez non et vous ne dites pas au peuple que nous on a voté non. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous consommez mon temps. Mais vous avez voté une question qui est d'ailleurs nous n'avons pas... C'est comme si vous avez un problème personnel avec le SDF depuis que vous êtes parti. Nous n'avons pas voté cette loi. Nous avons plutôt sorti une position claire pour contester la prorogation signée par le président national. Vous n'êtes pas au courant parce que, à cause de vos problèmes avec je vous demande si vous avez voté ou si vous n'avez pas voté. Je dis qu'est-ce que vous avez voté au Parlement? On ne l'a pas voté. J'ai dit qu'on n'a pas voté. On ne l'a pas voté et on a sorti une position claire contre cette prorogation. Oui. Je crois que cette débat doit s'arrêter. S'il ne peut pas s'arrêter, c'est pas vous qui vous avez donc voté pour moi. Vous avez voté contre. Et les effets de ce vote-là, vous les recevez. Restez tranquille, monsieur Elimbi. Oui, vous n'avez pas la monopole de stratégie. Je vais passer il ne s'agit pas du il s'agit de la cohérence. Une unité est mauvaise, mais tu l'as pas. Monsieur Elimbi Lobé, on vous a compris. On va passer à la parole pour nous avons choisi l'option d'y rester. Oui, c'est de continuer à manger la mauvaise nourriture. C'est votre stratégie, on a compris. D'accord, c'est pour ça que vous avez eu 1% mal élection présidentielle. Tout ce qui vous concerne, c'est la nourriture. C'est aussi la raison pour laquelle c'est la nourriture qui détermine vos comportements. C'est la nourriture avec vous. C'est la nourriture qui détermine vos comportements. Vous êtes venu ici pour le SDF? Mais je sais mon collègue. Le SDF est un monsieur mon collègue. Monsieur, il est mauvais. Monsieur, vous dénoncez le contentement. Laissez mon collègue.
Calmons-nous. Vous voulez faire le bruit sur le bateau, vous êtes énormément de bruit en disant des bêtises. Monsieur Limilobé, nous nous calmons. Je reprends la parole. Monsieur Limilobé, nous nous calmons. Nous sommes là pour un débat. Monsieur Limilobé. Et l'argent de la prorogation, on vous a compris. Nous allons passer la parole au professeur. Si je ne suis pas d'accord, je sors de l'Assemblée. Voilà. Si je ne suis pas d'accord, je quitte le mandat. On vous a compris. Vous l'avez dit. Je vous ai pas interrompu. Votre problème c'est quoi? Mais moi je vous ai de la civilité pour m'entendre. Mais je vous laisse même être civilisé pour dire des bêtises.